Il y a des parcours qui nous rassurent sur l'idée d'avoir commencé Kuluma Leadership Excellence. Le profil d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. J'ai le plaisir d'accueillir Mandia Koné, une femme dont le parcours est tissé de passion, d'ouverture et de discipline. De la gymnastique à la Fédération française de gym, de l'entrepreneuriat en France à l'engagement en Afrique, Mandia tisse des ponts là où d'autres voient des frontières. Aujourd'hui, elle va nous parler du sport comme vecteur de développement. Elle va nous parler de son parcours dans l'entrepreneuriat en Afrique et en France, de ses responsabilités à la Fédération française de gym. Bienvenue dans Kuluma Leadership Excellence, le podcast qui parle de parcours inspirant, de leadership et d'innovation collaborative. Bonjour Mandia. Bonjour Rémi. Merci d'avoir pris de ton temps. Je sais que ton agenda est très chargé, donc c'est un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Je vais te laisser te présenter. Je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi avec tes mots. Et par la suite, C'est une très belle présentation que tu as faite de moi, mais je vais juste compléter. Donc effectivement, je suis Mandia Koné, donc une jeune femme de la diaspora. Je suis franco-guinéenne malienne. Voilà. Et j'ai commencé en tant que gymnaste. Donc aujourd'hui, je dirige une école de gymnastique. Je suis moi-même aussi directrice d'une société de consultantes. Et puis, voilà, c'est tout moi. Je suis amoureuse de l'Afrique. Voilà. Je ne suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. Et je me bats avec plusieurs personnes qui ont le même combat que moi pour faire de l'Afrique une force, une puissance mondiale qu'elle représente déjà, mais avec les trésors de la diaspora en plus. Alors, c'est une très belle introduction. J'avais raison de te laisser le faire avec tes propres mots. Tu résumes assez bien ton parcours qui est beaucoup plus large que ça. Mais du coup, pendant le développement, on va essayer de parcourir. Là, peux-tu nous parler du premier souvenir marquant que tu as eu de la gymnastique? Parce que j'ai l'impression que la gymnastique, c'est vraiment le point de départ de ton parcours. Exactement, c'est le point de départ de mon parcours, sachant que mes études sont totalement à l'opposé, on le verra par la suite. Moi, mon premier souvenir marquant, ça a été lorsque je suis partie voir un spectacle de gymnastique rythmique dans ma ville à l'époque, qui était offert par la mairie. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit, il faut que j'en fasse. Voilà, j'étais très intéressée par la souplesse et surtout par l'élégance de ces jeunes filles. Voilà, je trouvais ça très élégant, la manière dont elles se tenaient, les figures qu'elles faisaient. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'en fasse. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, tu parles d'élégance dans la gymnastique, c'est ce qui t'a marqué le plus. Mais globalement, on parle du sport pour la performance. Ouais. Et toi, est-ce que tu dirais justement que l'élégance ou un autre élément, c'est le plus beau cadeau que tu as eu du sport? Alors, c'est le plus beau cadeau et ça a aussi développé ce côté compétiteur que j'avais déjà en moi. Ouais. Parce que c'est vrai que la gymnastique, oui, mais c'est vrai que performer en compétition, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de rentrer dans ce monde-là. Est-ce que tu parles de compétition? Ouais. Est-ce que c'est si tu devrais enseigner à une jeune fille Ouais. la meilleure qualité que tu as acquise grâce au sport, est-ce que ce serait justement ce que tu décris? Oui, ce serait la compétition et surtout la particularité de ma discipline, c'est qu'en général, ça se fait en équipe. Donc, c'est prendre les qualités de chaque élément de l'équipe pour venir à un but commun. Oui. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a marqué durant toute ma carrière de gymnaste. C'est que, comme par exemple, il y a des figures que moi, je ne savais pas faire, mais que ma copine savait très bien faire dans mon équipe. Des choses qu'elle ne savait pas bien faire et que moi, donc au moment opportun dans la musique, on utilisait les atouts de chacune pour pouvoir arriver à la médaille ou aux qualifications. Mais en fait, tu parles de compétition, mais en réalité, derrière la compétition, il y a aussi une forme de solidarité, d'entraide. Exactement. À la fois, vous êtes en compétition, mais en même temps, vous faites... c'est vrai que c'est un sport individuel qui peut avoir des épreuves collectives. Oui. Et donc, ça oblige aussi à... Ça oblige à être en collectivité rapidement dès le plus jeune âge et à accepter l'erreur de l'autre parce qu'on peut être en compétition, on peut faire un super passage et il y en a une qui fait un lâcher. Et on perd la médaille, on perd le titre de championne de France, ça va très vite. Et il faut accepter. Donc, ça a été très formateur. Et dans ce cas-là, c'est un échec. C'est un échec. Et justement, le sport, c'est pas que des réussites. Il y a beaucoup d'échecs dans le sport. Oui. Et toi,
quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de l'échec, justement? C'est de très vite rebondir. Ouais. Très vite rebondir, d'accepter l'erreur de l'autre, d'être patiente, à l'écoute. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire. Donc là, c'était moi en tant que gymnaste. On arrivait mieux à le faire. Et aujourd'hui, de l'autre côté, donc en tant que dirigeante, coach, je vois qu'on a de plus en plus de mal à le faire, puisqu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a vraiment la performance, l'excellence, même les filtres, Ouais. tout est parfait. Et c'est vrai que les gyms ont de plus en plus de mal à accepter l'erreur, la défaite. Donc c'est un bon exercice. C'était un très bon exercice parce que la défaite, c'est en compétition, mais aussi aux entraînements. Oui. Donc, ça fait que tu t'entraînes énormément. Tu es une femme qu'on peut définir de femme leader, Oui. de par ton parcours, mais aussi par tes activités professionnelles aujourd'hui. Comment le sport a-t-il impacté ou influencé la femme leader que tu es devenue aujourd'hui? Alors moi, je dirais même qu'il a même réveillé. Il n'a Ah, pas juste impacté, en fait. Je trouve oui, qu'il a réveillé la leader qui est en moi. Parce que dans une équipe, on voit très vite les tempéraments de chacune ou de chacun se développer. Et il y a des tempéraments, souvent, on voit qu'elles ne sont pas faites pour gérer quelque chose et que justement, elles ont besoin d'être guidées, d'être leadées. D'avoir une leader en fait, et moi très vite le sport, je me suis sentie à l'aise, je vais pas dire pour diriger, mais en tout cas pour réconforter, ouais, guider, ouais. dire que ça va aller. Très vite ça a réveillé mon côté leader en moi. Donc, tu étais plutôt dans la posture de celle qui prenait le lead, Oui, que ce soit dans les moments forts ou oui, dans les moments de difficulté. exactement, Tu disais en introduction que tu es française, guinéenne et malienne. c'est Ça ça. fait beaucoup de souches. Justement, en tant que personne ayant ces trois composantes-là, la France, tu es née en France, tu as grandi en France. Oui. Comment tu as vécu à la fois être française, malienne et guinéenne en France et ensuite dans ces deux autres pays en Afrique? J'ai très bien vécu durant mon enfance. Ouais. Ça a commencé à se compliquer ces dernières années, où lorsqu'en tant que dirigeante, j'ai senti en France que j'étais de la diaspora et que Oui. j'étais d'origine malienne ou guinéenne. Là, je l'ai senti dernièrement. Sinon, étant jeune, en tant que gymnaste, j'ai aucun souvenir vraiment d'avoir mal vécu ça ou d'avoir eu l'impression d'être une malienne ou une guinéenne. C'est que dernièrement. Et de l'autre côté, lorsque je partais régulièrement en vacances, je ne l'ai pas du tout mal vécu. C'était superbe. Bon, je pense que c'est pas un secret. De toute manière, là-bas, on est vu comme... voilà, Exactement. comme... voilà, j'ai pas besoin de dire. Donc, ça s'est très bien passé. Ils me demandaient plein de conseils. Ouais. Mais je les ai très vite sentis intéressés par rapport à ma discipline. Ouais. Très Donc, vite, j'ai senti ouais. mes cousines du même âge, mes tantes, très intéressées par ce que je faisais. Là, tu parles de discipline en GRS, le sport. oui. Oui, voilà. Donc, en fait, le sport, ça a été vraiment un élément qui te... Même dans ta famille, parce que Oui. ce que tu décris là, c'est plutôt dans ta communauté, Oui. dans la famille. Et justement, comment tu dis que c'est plus récemment que ça commence à être un peu... Comment tu expliques ça? Malheureusement, récemment, au vu des événements Ouais. mondiaux, malheureusement, on se divise, le monde se divise. Et c'est vrai que moi, je l'ai senti dernièrement, où il y avait, parce qu'on a affaire aux parents, on a affaire à, voilà, à certains cadres. Et c'est vrai que j'ai senti voilà, une femme leader issue de la diaspora, c'était étonnant pour eux. Ouais. Et j'ai senti il y avait de l'étonnement. Ouais. Et j'ai senti de l'étonnement de la part que je n'avais pas du tout senti étant jeune. Je pense que c'est dû aux événements mondiaux. Et c'est pour ça que je me bats. Je leur dis, je suis un exemple, déjà pour dire que rien n'est impossible et qu'on peut aimer la France Bien sûr. et aimer son pays d'origine. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire un choix, en fait. Pour moi, justement, c'est une richesse. Il faut utiliser la richesse des deux continents pour profiter, pour que ça profite, et non seulement en France, et non seulement en Afrique. Tu as tout à fait raison de dire que c'est une richesse. Et c'en est vraiment une d'avoir une double culture, de prendre le meilleur de chacune des deux. Et on sait aussi que ici, tu es vu comme n'étant pas d'ici, et là-bas, tu es vu comme n'étant pas de là-bas également. Comment tu fais le lien? Comment tu harmonises ces deux perceptions? C'est vrai que là-bas, par contre, on ressent très vite qu'on ne fait pas partie des habitants. On ressent très vite qu'il y a une différence. Alors moi, ça a commencé avec la culture. Oui. J'ai beaucoup
tout de suite, j'ai pris une place en fait dans la culture de mes origines. Oui. Donc en regardant les théâtres, Ah oui. en écoutant la musique, en aimant les tissus traditionnels Oui. et en apprenant ma langue. Pour moi, c'était en fait une évidence. Oui. Pour moi, je voulais apprendre ma langue. Donc, j'ai très vite appris ça. Et du coup, lorsque je partais directement en Afrique, j'avais, on va dire, moins de décalage puisque je comprenais déjà le dialecte. Ouais. Je connaissais, j'étais à la page, on va dire, en fait, au niveau Ouais. des théâtres, j'étais à la page, au niveau des musiques. Donc, j'avais beaucoup de points communs Ouais. directement avec ma famille sur place ou même les autres personnes. Donc, pour eux, j'étais une étrangère, Ouais. mais pas tellement. Ce qu'ils me disaient, ils étaient très étonnés. Mais tu comprends, mais comment tu as fait? Mais voilà, ils étaient très étonnés. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur sur la culture. C'est Ouais. hyper important. Ça fait partie de l'amour, en fait, de ses origines. On doit connaître nos cultures. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France ou Bien autre, sûr. mais c'est vraiment, je pense, pour aimer son pays, surtout quand on est né extérieur, c'est dur de créer un lien. Lorsqu'il y a souvent beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de partir régulièrement en vacances. Ouais. Voilà, moi, je sais que ça a un coût. Voilà, c'est pas tout le monde qui a la chance de partir régulièrement dans son pays d'origine. Ouais. Donc, la culture, sur YouTube, à la télé, la chaîne, je regarde tous les jours le journal national. Encore aujourd'hui. De la Guinée et du Mali, tous les jours. Je suis informée. Pour moi, Ouais. c'est hyper important de Ouais. garder ce lien-là. Mais c'est très pertinent ce que tu dis, parce que en fait, ce que tu décris, c'est ce qu'on demande aux Africains qui viennent en France. Tu t'assimiles, tu fais l'exercice, et donc tu te fonds. C'est vrai que tu resteras... Justement, tu as une double culture, tu Oui. ne peux pas t'en Non. détacher. Donc là-bas, il y aura des éléments qui vont montrer que tu n'es pas effectivement de là-bas, Exactement. mais par l'exercice que tu fais, par l'intérêt pour la culture, pour l'actualité de ces pays-là, ça fait que tu te fonds un peu plus facilement dans la masse. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, les autres se voient un peu plus en toi, malgré que tu vives en France. Exactement. Mais tu dis que tu as commencé à y aller très jeune, Oui. et tu y vas régulièrement. Oui. Qu'est-ce que tu as appris là-bas qui, à ton sens, tu n'aurais jamais appris en étant ici, si tu n'y étais jamais allé? Oui, c'est la vie en communauté. Ouais. Alors moi, j'étais époustouflée et agréablement surprise de voir qu'on ne ferme pas la porte de sa maison et qu'il y a des cours communes où tout le monde vit en communauté, quelle que soit ta couleur de peau, Oui. quelle que soit ton ethnie, ton niveau de classe sociale, pardon, quelle que soit vraiment la communauté. Et ce qui m'a choquée en revenant ici, c'est que tout le monde rentre chez soi et ferme la porte. Ouais. Donc ça m'a beaucoup marqué et c'est quelque chose que j'aurais pas pu apprendre ici, puisqu'on est tous très méfiants, on apprend tout de suite à être, voilà, chaque enfant a sa chambre, voilà, donc c'est très, on va dire, une vie très solitaire. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup marqué en Afrique, c'est la vie en communauté, où en fait on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, voilà, on mange ensemble. Ça pour moi c'est frappant. Ouais. C'est pas chacun son assiette, c'est on mange tous ensemble. Et c'est des moments hyper joyeux, hyper conviviaux, que pour moi, j'aurais pas pu apprendre ici. Ouais. Tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'en Afrique de l'Ouest, cette culture-là, elle est encore plus marquée. C'est général à l'Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, c'est encore beaucoup plus marqué. Alors, il y a des jeunes, des moins jeunes peut-être, qui vivent difficilement ou qui vivent mal cette double culture ou ce métissage, parce qu'en réalité, c'est du métissage, et qui ont tendance à vouloir choisir un côté plutôt que l'autre. Et toi, à quel moment tu t'es dit, je n'ai pas à choisir, je vais plutôt faire dialoguer les deux? Quel est l'élément qui a déclenché cette décision-là? Alors, en fait, pour moi, il a toujours été présent, cet élément. Ouais. À aucun moment, vraiment, ça s'est déclenché, vraiment, Rémi, parce que pour moi, automatiquement, c'était, je faisais mon année scolaire ici, et puis j'allais en vacances là-bas. Et en fait, je revenais, mais je coupais pas avec là-bas, parce que souvent, il y en a qui ont du mal à avoir cette réinsertion lorsqu'ils reviennent en France, ou lorsqu'ils repartent là-bas, on leur dit « Oui, mais vous, quand vous êtes de l'autre côté, vous ne nous appelez pas, vous ne connaissez pas les réalités d'ici. » Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai jamais coupé le contact, en fait, avec ma famille, même mes amis de là-bas. Et en fait, je me suis tout de suite dit « J'ai pas à choisir entre les deux. » Voilà, je suis née ici, je viens de là-bas, mes parents viennent de là-bas. Donc, il faut juste lier les deux choses correctement, en prenant le positif des deux côtés. Et il y a du négatif dans les deux côtés. On est d'accord. Dans toute chose, de toute façon, il y a du négatif. Ça, le sport, il nous l'apprend très vite aussi. Mais il faut être, je pense, très optimiste. Ouais. Et je me suis très vite rendu compte que les gens se plaignaient beaucoup
oui, mais là-bas, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. C'est l'image un peu qu'on Oui, donnait. voilà, les clichés de ce qu'on Voilà voit les à la clichés télé, quoi. Ouais, rapidement. ouais, Mais personne ne bougeait. En tout cas, pas de mon côté par la voie par laquelle je voudrais passer. ouais, C'est-à-dire le sport. ouais. Du coup, très rapidement, je me suis dit, bah, non, je vais utiliser en fait l'expérience que j'ai eue ici pour pouvoir développer là-bas. Mais moi, aujourd'hui, si je suis, on va dire, une bonne directrice de ce que les gens me disent, je pense que c'est parce que j'ai aussi de l'expérience de l'Afrique. De la Ça, ah oui, ça m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire, moi, quand j'ai des gyms très stressés qui ont des problèmes, parce qu'on les suit tout au long de leur adolescence, donc elles ont Ouais. beaucoup de problèmes d'adolescentes, je leur explique. Il y en a qui n'ont même pas à manger. Les filles redescendaient, on se calme. Il y en a qui, ah bon, oui, il y en a qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Ouais. Donc, vous êtes chanceuse. Ça, il faut que vous vous en rendiez compte. Il Ouais. faut que vous ouvrez les yeux sur le monde extérieur. C'est qu'un sport, si ça passe, ça passe. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a pire. Et avec cette aisance que j'ai du coup sur ce sujet-là, puisque je l'ai vécu, en ayant souvent à faire des allers-retours, eh ben, je pense que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, c'est très intéressant ton témoignage. Déjà, moi, ce que je note, c'est qu'il y a une part de responsabilité des parents aussi. Parce que toi, plus jeune, tu n'avais pas les moyens d'y aller toute seule. Donc, Exactement. je pense il y avait aussi chez toi cette culture-là, l'équilibre entre les deux cultures, et ça t'a aidé. Et peut-être que les parents, aujourd'hui, devraient plus avoir cette démarche-là. Toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Tu sais, aujourd'hui, on a de la chance vraiment d'avoir... on est connecté, il y a WhatsApp, il y a Ouais. plein de réseaux sociaux pour être connecté. Et je pense que même si on n'a pas les moyens de s'y rendre, en fait, en Afrique, on peut mettre les musiques Ouais. pour que l'enfant commence à prendre connaissance de la langue. On peut mettre les films locaux. On peut aller voir un concert d'un artiste, s'habiller de temps en temps dans la tenue pour que l'enfant prenne connaissance de sa culture et de son identité. Parce que de toute manière, tôt ou tard, il sera confronté à alors ça dépendra des personnes, mais à ce problème-là ou pas. Parce qu'il y en a qui le vivent mal, comme tu Ouais. le dis, Oui, oui. et qui, du coup, coupent tout avec l'Afrique. C'est un problème d'identité. Ouais. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu, je veux dire, des conséquences de l'immigration. Mhm. On ne s'est pas assez penché dessus, sur nous, notre génération. On va dire la deuxième ou troisième génération, ça Ouais. dépend. Nos parents sont arrivés, alors soit par choix ou soit du coup par rappel de la France à l'époque qui avait besoin Ouais. pour reconstruire et qui avait besoin de main d'œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui leurs enfants sont là, leurs petits enfants sont là. Mais du coup il y a une blessure. Et il y en a plein qui font des dépressions, qui ont du mal à accepter le mode de vie. Tu vois, de l'Europe. Et on a Exactement. vu beaucoup de familles qui, à l'époque, renvoyaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient trop de bêtises, comme par exemple. Exactement, oui. Voilà. Parce que l'éducation à l'africaine, c'est pas la même éducation Pas qu'à du tout. l'européenne. Donc, du coup, ils se disaient, bon, ici, les enfants sont un petit peu gâtés, c'est tout pour les enfants, donc on les renvoie en Afrique. Donc, c'était dur parce qu'on disait en même temps, à l'époque, moi, je sais qu'à mon époque, on disait aux parents, ne leur parlez pas votre langue. Il faut qu'ils comprennent le français. Ouais. Donc, si vous leur parlez votre langue à la maison, lorsqu'ils viennent à l'école, ils ne comprennent pas. Tu vois, donc souvent, il y a des parents qui ont tout coupé avec la culture pour que les enfants aient une insertion totale ici. Mais malheureusement, plus tard, moi, j'ai plein d'amis dans le cas qui me disent « J'aimerais trop retourner en Afrique, mais je ne parle pas la langue, je ne connais personne, j'ai plus de lien avec ma famille et je ne connais pas. Donc, ça me fait peur. » Tu vois, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas assez pensé sur ce sujet. Mais c'est assez délicat l'exemple de tes amis dont tu parles, parce que ici ils sont rentrés dans la victimisation ou quelque militantisme que ce soit. Ici, on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi, Oui. mais ces personnes-là, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas aller là-bas parce qu'elles ne parlent pas la langue. En fait, elles n'ont rien presque en commun de cette société-là. Et Exactement. elles sont plus chez elles ici que là-bas. Exactement. Et la crise identitaire, c'est un problème qui est grave, c'est très important parce que c'est l'adulte de demain, le chef d'entreprise de demain. Toi, par exemple, tu diriges des personnes, tu animes beaucoup d'activités. Tu ne peux pas le faire si en toi-même, tu n'es pas équilibré. C'est Exactement. très compliqué. C'est très compliqué. Si tu ne sais pas qui tu es, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. » Pour moi, c'est vrai. Pour moi, il faut savoir d'où l'on vient. On le voit souvent avec les métis, souvent. J'en parlais l'autre jour et on me disait « Mais je ne comprends pas, les personnes qui sont métissées avec des Africains, elles vont toujours plus du côté africain. Ouais. Pourquoi ?»
Et moi, je leur dis, parce qu'en fait, elles ont grandi toute leur vie ici, elles ont eu la culture européenne, et c'est vrai qu'après, elles ont une crise identitaire, et du coup, elles revendiquent beaucoup plus le côté africain. Donc, on le voit souvent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de ne pas faire une fracture, mais de juste de lier les deux. Parce que pour moi, c'est pas un crime, en fait, d'être métisse et d'être né en Europe. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait certains pays qui ont fait un gouvernement pour les Africains à l'étranger. Oui, Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont un ministère pour les Africains de l'extérieur. bien Et je sûr. trouve ça hyper important parce que le sujet est tellement lourd qu'il nécessite un ministère. Donc pour moi, c'est bien, ça commence à bouger. De toute façon, tout ce qui touche à l'identité, c'est très important. Ouais. Le problème de l'identité sur les origines, on en parle peut-être moins parce que les impacts sont moins visibles physiquement ou mentalement, mais en réalité, il y a des personnes qui en souffrent vraiment. Ouais. En tout cas, ton parcours, on comprend bien qu'il y a le sport, mais il y a aussi très jeune, ta famille, tes proches ont inséré en toi la culture de retourner là-bas, s'intéresser, et toi-même aussi, tu as pris goût. Aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs Oui. avec tes activités que tu fais là-bas. Maintenant, j'aimerais qu'on commence à parler un peu plus de ton parcours professionnel. D'accord. À quel moment tu t'es dit que ton leadership, tout ce que tu dégages déjà, parce que ça se voit, ça s'entend, à quel moment tu t'es dit ça dépasse le stade d'être juste gymnaste, juste entre guillemets, hein. À quel moment tu t'es dit il faut que je crée ma propre structure, il faut que je fasse plus, il faut que je prenne plus le lead? À la fin de mes études. Oui. Lorsque j'ai dû rentrer dans le monde du travail, j'ai travaillé pour une boîte aéroportuaire française. Et là, je me suis dit, la structure dans laquelle j'avais évolué ne me convenait plus. Ne me convenait plus, pour être honnête avec toi. Et je me suis dit, si les cases ne te conviennent plus, parce que ce n'était pas la discipline en elle-même qui avait un problème, donc je me suis dit, pourquoi arrêter? Ouais. Voilà, c'est les cases dans lesquelles la vision, la politique dans laquelle on évoluait, qui ne convenait plus. Et donc, je me suis dit, autant créer ses propres cases pour, du coup, pouvoir faire évoluer avec toi, ta vision et ce que tu veux faire. C'est beaucoup de boulot. Et quand tu as une vie professionnelle à côté, c'est compliqué. Et il faut savoir que quand tu fais quelque chose, une passion, elle t'anime, c'est pas le côté financier. Ouais. Ce que je faisais, c'était vraiment bénévole. À la base, c'est vraiment bénévole. J'ai entraîné pendant des années, vraiment bénévolement. Je faisais mes études, je venais le soir, je coachais des petites filles. Voilà, c'était vraiment bénévole. On avait vraiment une politique où on disait le sport pour tous. On préfère que les enfants viennent faire du sport plutôt que de traîner dans la rue. Honnêtement, on était vraiment concentrés sur ça. On veut vraiment que les petites filles aient la chance de pouvoir pratiquer, quitte à ce qu'elles ne payent pas de cotisation. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont bénéficié en fait de ce côté humain que j'ai développé grâce à l'Afrique, où je me suis dit, les parents n'ont pas les moyens cette année de payer. Il y a eu du chômage dans la famille, il y a eu un décès. Enfin, on a eu affaire à plein de cas. Vraiment, en 17 années, j'ai vu beaucoup de choses. C'est pas grave. Elles continuent de faire du sport. Voilà. On ne veut pas classifier et que ce soit destiné qu'à une élite. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde a un talent. Alors, elles ne sont pas toutes destinées à devenir des professionnels, à être en équipe de France. Bien Voilà. sûr, ouais. Mais au moins, elles ont été épanouies, elles ont pu être épanouies. Il y aura un moment pour elles, puisque les familles se déplacent en compétition, on fait des voyages. Enfin, c'est vraiment de super moments. Et c'est indispensable dans l'épanouissement de l'enfant. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. J'avais déjà beaucoup d'attaches avec beaucoup de gymnastes qui nous disaient, voilà, ne lâche pas, Mandia. Et avec une collègue à moi qui, à la base, était mon coach. Et du coup, on a continué l'aventure ensemble. J'ai dit, allez, on va où on sera plus à l'aise et on se lance. Et c'est parti sur un coup de tête. On est parti avec toutes nos gymnastes. Et waouh, ça a vraiment pris une envergure. Nous-mêmes aujourd'hui, comme je t'ai dit, là, ce week-end, on revient de notre gala et nous-mêmes, on n'en revient pas encore de tout le monde. On refuse des admissions aujourd'hui parce que, on est faute d'effectifs, faute de place, faute de créneaux. C'est un succès énorme. Mais tu dis que c'est un peu sur un coup de tête. Ça veut dire que tu t'y étais pas préparé? Oui. Ça vient d'une frustration parce que, comme tu l'expliques, le cadre ne te convenait plus. Plutôt que d'abandonner, tu t'es décidé de... Comment tu t'es adapté sans forcément de préparation, de passer de ce cadre-là à un cadre que toi, tu gères? Comment tu t'es adapté? Alors là, pour le coup, c'est mes études qui m'ont beaucoup aidée. Ouais. Moi, du coup, je suis diplômée de sciences politiques.
Donc du coup, très vite, on a été amené en fait à avoir un leadership, en fait, à gérer des choses. Tout à Donc fait. administrativement parlant, j'étais déjà préparée, vu que j'avais déjà une expérience de par mes études. Et ensuite, au niveau de mon aisance et le fait de prendre le lead, ça, j'avais déjà l'habitude. Enfin, même dans ma famille, je suis un petit peu, j'ai un petit peu le lead facile, on va dire. Ouais. Donc, du coup, ça m'a pas fait peur. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai une phrase, c'est un petit peu le dicton du club, c'est les filles, on ne tremble pas. Je Ah, leur dis ça tout le temps. En fait, pour moi, on a peur de rien. On y va, on se lance. On y va, on se lance. Dans tous les cas, on apprendra quelque chose. Donc, je me suis dit, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. mm. C'était pas mon métier. Je sais pas si Oui, je vois Donc, je me très bien, suis ouais. dit, bon, dans tous les cas, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Voilà, au De toute début, façon, c'était ça. tu n'avais pas une réputation à préserver parce que, comme tu dis, c'était pas ton métier. Pas du tout. Dans tous les cas, Voilà. tu ne pouvais qu'en apprendre. Et ça rejoint ce que tu disais au début. L'échec, ce que tu en as appris, c'est qu'il faut se relever vite. Exactement. Donc, tu étais psychologiquement préparé. C'est vrai que tu parles de tes études qui t'ont aidé certainement d'un point de vue organisationnel, comme tu le dis. En tout cas, c'est très inspirant. Et parce que, en général, face à l'adversité, on a tendance à vouloir abandonner. Oui, Et toi, tu t'es dit, bon, je ne vais pas abandonner parce que c'est une passion, parce que je vois l'effet que je fais c'est ça. aux autres, des témoignages que tu avais. Et donc, ça t'a décidé à te lancer complètement. Maintenant que tu es dirigeante, Oui. qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi? Est-ce que c'est de voir une jeune arriver dans ton club, grandir humainement, sportivement, ou de voir tes collaborateurs, parce que je pense que tu as des collaborateurs, Oui. porter des vrais projets, ou c'est plutôt toi-même, tu te dis, j'ai réalisé quelque chose de fort? Des trois, qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi? C'est le travail d'équipe. De voir qu'aujourd'hui, ça permet parce que du coup, on est passé au début de bénévole à maintenant vraiment une source de revenus. Donc, de voir vraiment que ça permet de créer des emplois, de voir que les filles vraiment sont épanouies. Et comme tu dis, en plus, on les suit. Il y a des gyms que j'ai depuis Oui. 3 ans, l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, elles en ont 16 ou 17. Je veux dire, c'est juste énorme. Pour moi, enfin, elles font partie de ma famille, Oui. en fait, ces jeunes filles-là. Et je vais même pas dire les trophées ou les médailles, tu vois, alors que Oui. j'aurais pu dire, ouais, c'est tous les titres qu'on a gagnés. Je Oui. trouve ça. Je vais même pas dire ça parce que pour moi, ça, c'est juste l'accomplissement d'une saison. Et après, la saison d'après, le titre, il est remis en jeu. En jeu, Voilà. exactement. Mais de voir comment on arrive à tisser tout ça, c'est gratifiant pour moi avec mon équipe. C'est vraiment pas personnel. Je suis très généreuse. Ouais. Je suis beaucoup dans le partage. Je veux vraiment que vraiment tous les collègues soient bien, etc. Mais je suis en même temps aussi très stricte et j'ai beaucoup de rigueur. Ça va avec, Ouais. je pense. J'ai des gyms qui, on peut rigoler, Mhm. mais je suis vraiment hyper stricte. Et même quand tu veux diriger même une équipe, tu es obligé de dire. C'est dur, hein, parce que souvent on est copines à l'extérieur, d'accord, ouais. mais le travail, c'est le travail. Donc je suis vraiment. Mais de toute façon, je pense que tu montres aussi l'exemple sur toi-même. Tu appliques la même rigueur que tu t'appliques à toi, c'est celle que tu attends des autres. Tu me racontais, d'ailleurs, avant que je parle de ça, j'ai vu, tu rendais un témoignage de l'un des moments les plus marquants. Tu racontais que tu avais une jeune que tu avais suivie et qui avait déménagé, il me semble. Et Exactement. c'est ce moment-là qui t'avait particulièrement marqué. Oui, Est-ce que parce tu peux que me raconter je ça? pleure pas facilement. Et là, j'ai été émue parce que cette gym, elle déménageait. Et en fait, on l'avait depuis qu'elle avait l'âge de 6 ans dans notre club. Et donc, malheureusement, pendant 2 ans, sa mère a fait plus de 1 heure de route pour l'amener. En fait, Ah oui. tellement qu'elle voulait continuer Ouais. avec nous. Mais à un moment donné, sa maman lui a dit ce sera plus possible. Et là, elle nous a fait un texte où elle m'a envoyé un message où elle m'a vraiment cité tout ce que je lui avais apporté. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça va plus loin que du sport, je le savais déjà. Mais quand elle me dit, je suis sortie d'une dépression grâce à vous. Ah oui. Vous étiez ma force lorsque je venais en cours, de voir votre sourire. Vraiment ton énergie, tu es toujours positive, tu as sauvé ma vie puisque j'allais arrêter les études. Parce qu'il y a beaucoup de gyms qui font des crises d'adolescence très rudes, on va dire. Et d'ailleurs, les parents n'hésitent pas à nous le dire. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, s'il te plaît, Mandia, parle là. Elle veut plus faire ses devoirs, elle mange pas correctement. Toi, elle t'écoute. J'ai beaucoup de parents qui me disent ça. Et du coup, j'interviens. Et du coup, ça m'a ému ce message de cette jeune gym. Et elle m'a dit, je vous oublierai jamais de ma vie. Vraiment, ça, je me suis dit, waouh,
j'ai réussi, quoi. Je me suis dit, C'est quoi qu'il des arrive. mots forts, c'est très Ah oui, fort. c'était ouais. Ouais. C'était très émouvant. Mais du coup, là, tout à l'heure, tu me racontais que tu as environ 400 licenciés. Oui. Comment tu gères émotionnellement? Comment ça se gère? Alors, c'est très dur. D'ailleurs, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps. Pour te dire, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps. Je me suis effondrée au championnat de France parce que lorsqu'on se déplace, il y a du monde. On est avec beaucoup de gymnastes. On prend un car, on est 24 heures sur 24. Alors, on est grande sœur, on est maquilleuse, on est coiffeuse parce que les filles doivent être coiffées, maquillées, les cheveux. Il faut qu'elles soient couchées à l'heure. Il faut gérer l'hôtel. Il faut gérer le trajet du gymnase à l'hôtel, les repas, trouver un restaurant sur la route. C'est beaucoup de boulot. Ouais. Et on a la responsabilité de plus de 100 gym ou 80, peu importe le nombre, lorsqu'on fait le déplacement, sur nos épaules. C'est pas rien. Et c'est vrai que souvent, ça se passe très bien. Et souvent, lorsqu'on n'a pas les résultats voulus, Ouais. nous déjà, on est un petit peu, on va dire un petit peu déçus. Parce qu'on se dit, bon, on a travaillé toute l'année, il y a ça, tu vois, il y a le côté un petit peu humain. Mais en même temps, très vite, on doit rebondir parce qu'on doit gérer aussi les filles qui sont très tristes. Ouais. Et là, c'est vrai que ce dernier championnat de France, j'ai eu du mal. Je me suis dit, oh là là, c'est dur. Là, j'ai vraiment besoin de me retrouver toute seule. Donc, émotionnellement parlant, heureusement que je suis hyper bien entourée. Aujourd'hui, si vraiment je pense que je suis ce que je suis, c'est parce que non seulement j'ai une famille qui déchire, honnêtement, j'ai vraiment des sœurs, un entourage incroyable, je suis hyper bien encadrée, et au niveau du travail aussi. J'ai vraiment une super bonne équipe. Vraiment, on est hyper bien encadré. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas de mauvaise ambiance. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, je remobilise les troupes, les filles, on se dit ce qui ne va pas, et puis on avance. Voilà, donc non. Donc, il faut vraiment compter sur ses proches parce Oui. que c'est beaucoup de charges émotionnelles, Oui. j'imagine. C'est comme tu disais, toi-même, tu dois déjà encaisser l'échec parce Oui. que c'est un échec pour toi. Exactement. Et ensuite, tu dois tout de suite reprendre la face et aller rassurer. Les exemples que tu donnes, à la limite, tu joues un rôle de psy de temps en temps. Oui, Ouais. tout le temps. D'ailleurs, j'ai fait une formation de préparatrice mentale. Ah. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai certaines clés Ouais. pour pouvoir gérer tout ça. Parce qu'à un moment donné, on dépasse. En fait, comme tu as dit, on devient psy. Ouais. Donc, il y a certains troubles, je n'avais pas les clés de par mes études, qui à la base ne sont pas celles d'entraîneur, pour pouvoir répondre. Parce que quand tu vois une gymnaste plus de 12 heures dans une semaine, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu vois même 6 heures, c'est énorme. Il y a une partie je ne vais pas dire de l'éducation parce que c'est trop, mais en tout cas une partie de sa vie qui va être dirigée de par nous, ce qu'on leur transmet. On a beaucoup de gyms, c'est sorti récemment d'ailleurs, qui ont eu des mauvais encadrants et qui ont eu des violences psychologiques. Ouais. Tu vois, donc c'est pas rien. On a quand même un rôle à jouer. Moi, j'ai pas envie que ces filles soient traumatisées à vie parce qu'elles ont mal vécu une expérience. Du coup, j'avais besoin de certains outils de prépa psychologique. Donc, pour moi, c'était indispensable de se former. Mais est-ce que tu n'aurais pas un rôle de modèle aussi? Alors, je ne le savais pas. Honnêtement, je ne le savais pas. Les parents me le faisaient comprendre souvent. Ah non, mais elle s'inspire que par vous. C'est quelque chose de très bête. Mais, c'est flatteur, mais ça met la c'est pression flatteur, aussi. mais Ouais. ça met la pression. Ouais. Parce que du coup, souvent, nous, on a envie de se relâcher et de parler un petit peu avec un langage familier, de rigoler. Mais tu dis non, il y a plus de 40 gyms devant moi. On va prendre un exemple tout bête. J'avais pris un petit bijou de téléphone. La semaine d'après, tout le club avait le même bijou de téléphone. Et c'est là que je me suis dit, ah d'accord. Et les parents, quand ils ont vu le bijou sur mon téléphone, ils ont dit, ah d'accord, on comprend mieux. Elle nous a dit qu'elle voulait absolument ce bijou de téléphone. Donc là, oui, j'ai compris que j'étais un modèle et un exemple. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est une posture que tu dois incarner quasiment quotidiennement. Exactement. C'est pas juste quand tu vas aux entraînements et à part les entraînements, tu redeviens. C'est vraiment la posture que tu dois avoir quotidiennement. Oui. Parce que tu prends l'exemple du téléphone, tu ne te doutais pas que le lendemain, tout le monde... Pas du tout. Pas du tout. Et puis, dès que, avant de passer en compétition, tu sais, elle passe devant un jury. Donc, c'est très stressant parce que c'est un travail qu'on fait durant des mois et on a juste 1 minute 30 à 2 minutes. Et il y a un public. Un gros public. Donc, c'est très, très stressant. Pour des petites filles de 7 ans, de 8, 9 ans, passer devant 3000 personnes, c'est pas rien. C'est très stressant. Devant les concurrents, devant les publics, devant les parents. Et du coup, donc il y a la prépa. Ce que je leur dis, je le sens dans leur regard, qu'elles ont une confiance en moi. Je leur dis, les filles, ça va aller.
On ne stresse pas, on fait comme d'habitude. C'est la compétition, c'est comme ça. Voilà, vous êtes là pour être les meilleurs, vous êtes les meilleurs, quoi qu'il se passe. Derrière le rideau, vous resterez les meilleurs. La tête haute, je leur dis tout de suite, voilà, je leur exprime pas mal de choses. Et lorsqu'elles passent le bac ou des examens pour rentrer dans des grandes sociétés ou autres, parce que bon, j'ai des élèves qui travaillent, qui sont dans la vie active maintenant, donc mon âge, voilà. Mais elles me disent, Mandia, je pensais à ce que tu nous disais avant de passer en compétition. Ah oui. Donc là, je me suis dit, ah oui. Voilà. Et quand je vois d'autres entraîneurs qui disent des mots très violents, je me suis dit, ils ne s'en rendent pas compte en fait que ces paroles-là, les filles les avalent et les réutilisent dans d'autres situations stressantes de la vie. Exactement. Ça voilà. revient en boucle dans la tête, dans Exactement. un contexte extra-sportif. Finalement. Exactement. Et ça fait... C'est à la fois ta personnalité, ton parcours de vie, mais aussi la formation de préparateur mental dont tu Exactement, dont tu mon parlais. parcours de vie aussi, parce que j'ai eu un petit peu l'éducation africaine, Oui. où j'ai l'éducation africaine parce que moi, en tout cas, dans mon entourage, j'ai remarqué que c'est vraiment l'éducation qui était donnée, où vraiment, c'était très carré. Voilà, c'était très carré, il fallait avoir de bonnes notes, il faut vraiment être du tac au tac, l'heure c'est l'heure, voilà, il faut être présentable, on ne pleure pas, pas d'émotion, tu sais, l'éducation africaine où voilà, on dit pas ses sentiments, on dit pas ce qu'on ressent, le boulot c'est le boulot. J'ai eu cette éducation-là et du coup qui m'a beaucoup, au début, frustrée, parce que je comprenais pas. Et après, j'ai compris avec l'histoire. Voilà, quand on est né durant la colonisation, les parents reproduisent ce qu'ils ont vécu. Exactement. Donc, moi, j'ai très vite compris en fait, qu'ils reproduisaient ce qu'ils avaient vécu. Et du coup, ça m'a aidée parce que j'ai pris que le positif. J'ai laissé le négatif de côté et j'ai pris que le positif. Je trouve que c'est très important d'être carré. Je trouve vraiment que... En tout cas, moi, de par mon expérience, de ce que je vois, les familles qui sont vraiment au carré, les gyms ont vraiment un épanouissement. Alors, effectivement, il y a les frustrations de la vie, ça, on ne va pas y échapper. On va tous passer par ça. On y passe tous, oui. On y passe tous. Et d'ailleurs, le sport, je pense que c'est une très bonne genèse pour ça, parce que du coup, elles apprennent à gérer leurs premières frustrations. Non, moi, je voulais gagner, je voulais être première. Bah oui, mais tu n'es pas première. Oui, mais moi, je voulais... Oui, mais tu n'es pas première. Donc, ça pleure. Les filles, il va falloir se relever parce qu'il y a une autre compétition. Donc, c'est comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut, donc on apprend très vite cette frustration. Et donc, moi, du coup, je l'ai apprise très vite, la frustration. Tu veux ça, mais tu ne peux pas l'avoir, donc tu ne l'auras pas. Il faut te battre pour l'avoir. Donc, Mais ce que tu disais, ça tord un peu le coup au cliché dans les familles africaines. Le cliché, c'est qu'on n'est pas forcément élevé dans la rigueur, arrivé à l'heure. D'ailleurs, le cliché, c'est que les Noirs arrivent toujours en retard. Mais toi, ce que tu décris, c'est plutôt l'inverse. Donc, ça tord le cou à ce cliché-là, finalement. Moi, en tout cas, c'était vraiment la rigueur. J'ai un père qui était guinéen. Et je peux vous le dire, qu'il avait de la rigueur. Vraiment, c'était vraiment... Clairement, il le disait clairement, vous êtes là pour les études, vous avez de la chance. Moi, je marchais plus de je ne sais combien d'heures pour aller à l'école. Donc, vous avez la chance d'avoir l'école au bout de la rue, d'avoir un ordinateur. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour réussir. Par contre, si vous ne travaillez pas correctement à l'école, si vous avez un mauvais comportement, vous n'aurez plus de loisirs. C'était vraiment le loisir, ça vient après le sérieux. Donc, le cliché de oui, c'est très... moi, vraiment, j'ai pas du tout eu cette éducation-là. C'était vraiment très carré. Une mère beaucoup plus cool. Quand je dis beaucoup plus cool, c'est dans le sens où voilà, la maman, c'est toujours un petit peu plus la douceur, plus dans la compréhension. Voilà, comme par exemple, je pense qu'on a tous connu ça, on n'avait pas le droit d'aller dormir chez les copains et les copines. Enfin, moi, je veux dire, le premier téléphone, je l'ai eu très tard. Donc, on a très vite su la valeur des choses. Très vite, on a su ça c'est parce que je travaille. Il y a ça à payer. Et très vite, on nous expliquait, on nourrit des gens de l'autre côté. Il y a des gens qui comptent sur nous. Donc, on ne peut pas dépenser l'argent comme ça. On ne peut pas faire... Donc, très vite, j'ai eu la culture de l'argent, c'est important. On le gagne, on le dépense, mais c'est un outil. C'est pas la fin du monde s'il n'y en a pas. Exactement. C'est pas grave, tant mieux s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça, par contre, je l'ai tout de suite su. Et surtout, comment le gérer aussi. Comment le gérer. Parce que quand tu gères, quelle que soit une entité ou une entreprise, tu dois savoir gérer un budget. Voilà, s'il y a une saison, il n'y a pas de budget. Il y a une saison, il n'y a pas de budget. Exactement.
Et comme quoi, c'est pas une question de communauté ou de couleur de peau, le manque de rigueur. C'est d'une famille à une autre, on n'a pas les mêmes réalités. Parce que Exactement. moi, dans mon cas, par exemple, j'ai grandi avec un père militaire. Ah, Militaire, ah oui. c'est carré. Donc, j'ai eu à peu près le même traitement que Ouais. toi. C'était pareil. Il te rappelait tout le temps il faisait 13 kilomètres. Allez, à l'époque, on se disait, bon, ça va, 13 kilomètres. C'est ce que tous les papas racontent. Mais en Oui. réalité, c'était vraiment pour nous transmettre cette rigueur-là. Oui. Et nous également, on va transmettre. Donc, c'est vraiment d'une famille à une autre, d'un Oui. background à un autre. Voilà. Et quel a été jusque-là ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur et femme leader dans le sport? C'est quoi ton plus grand défi? Je pense que mon plus grand défi, ça a été... je vais revenir sur mon sport, hein. Oui. Je pense que le plus grand défi, ça a été d'avoir le titre de vice-championne de France. Ça a été un très grand défi parce que c'est l'année où en fait on allait fermer la structure dans laquelle j'ai commencé. Donc du coup c'était une année très difficile dans le sens où on préparait notre départ. Donc il y avait toutes les formalités à faire pour le départ et en même temps il fallait continuer à driver et à diriger. Et c'est cette année-là qui a été l'une des plus belles années. Étonnamment, alors que vraiment en charge de travail c'était intensif, c'était vraiment énorme. Et je rappelle qu'on était encore bénévole, donc Ouais. on le faisait vraiment. Moi, je sais qu'il y a des amis qui me disaient, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Alors, tu tu te peux gagner de donnes. Mais l'argent. oui. Ouais. Et à l'époque, donc, et cette année-là, les filles sont arrivées vice-championnes de France, et là, je me suis dit, c'est un signe. C'est que je suis sur la bonne voie, il faut que je continue. Si je me dis avec le peu de moyens qu'on avait, parce qu'il y a des pôles, hein, il y a des grosses machines de guerre face à nous. Donc je me suis dit, ça a été l'un des plus gros défis cette année-là. Mm. Voilà. Donc, ça reste encore dans le sport. Oui. On dit que entreprendre, un entrepreneur, c'est comme un coach. Oui. Toi, tu as la chance d'être les deux. Oui. Tu es coach et entrepreneur. Oui. Comment ta casquette de coach influence ou t'aide ou peut-être te dessert dans ton quotidien d'entrepreneur, de gestion, de direction d'une entreprise? La casquette de coach. Ouais. Ça m'aide dans le sens où, malheureusement ou heureusement, j'ai l'habitude de donner des ordres, entre guillemets. Alors, j'aime pas le mot donner des ordres, mais de guider. Donc, de guider. Et tu sais, dans le monde de la direction, lorsque tu diriges, il y a plusieurs tempéraments. Tu as une équipe avec plusieurs tempéraments, avec plusieurs caractères, avec plusieurs chemins de vie différents. Et du coup, tu dois créer une communion entre toutes ces personnalités-là pour pouvoir arriver au but que tu Exactement. désires, que tu Ouais. souhaites, au but voulu. Dans une entreprise, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un contrat, ça peut être pas mal de choses. Et c'est vrai que le fait que j'ai coaché des jeunes gyms, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans le sens où j'avais déjà cette habitude-là pour moi. C'est normal en fait de diriger ou même d'organiser quelque chose. Et la patience, parce qu'il faut être très patient. Très patiente pour pouvoir arriver à ton but. Ça peut prendre des années. Donc il faut être hyper patient. Il faut travailler et surtout la répétition de l'effort. Parce que tous les jours à l'entraînement, on s'entraîne. Donc en fait, on répète un même mouvement pour le réaliser parfaitement le jour J. Donc c'est de la répétition constante. Donc, c'est un exercice auquel tu es déjà habitué, Exactement. mais tu l'appliques juste dans un contexte différent. Alors, on sait que quand tu diriges ou même quand tu es salarié, c'est toujours beaucoup plus complexe quand c'est une femme en face. Oui. Et toi, en plus d'être une femme, tu es une femme d'origine africaine. Oui. Quels sont les challenges que tu rencontres par rapport à ces deux éléments-là spécifiquement? Est-ce que tu fais face à des difficultés que tu penses être liées au fait que tu es une femme issue de la diaspora? Alors, moi, je suis très consciente que ça a posé problème. Alors, en fait, tu sais, tu le sens dans le regard de la personne qui est en face de toi. Quand j'ai commencé à diriger, j'ai vu dans le regard d'une certaine maman qu'elle était très étonnée de voir que c'était une jeune femme de couleur face à elle. Je le dis avec le sourire parce que moi, je le prends pas mal. Pour moi, ça me fait un peu de la peine même pour la personne en face. Moi, ça me fait de la peine pour la personne en face parce que je me dis c'est un manque de connaissances. Pour moi, c'est un manque de connaissances. Donc, j'ai vu tout de suite qu'il y a eu un problème en fait avec la personne en face. Je le ressens dans le regard et du coup, moi, j'ai cette facilité en fait à dire les mots. Je pensais que vous étiez espagnol. Votre prénom, ça veut dire espagnol.
Ah non, non, je suis noire. Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Et moi, je rigole, ah si, si, je suis noire. Voilà, non, non, pas du tout, on a des amis. Je pense qu'on a tous eu cette situation-là. Hein. Oui, oui, oui. On a des amis, on adore voilà, le riz, enfin voilà, des J'ai une clichés un petit voisine, peu. Oui, j'ai une voisine. ouais. Malheureusement, oui, j'ai eu affaire à cette situation-là, comme beaucoup, à mon avis, de mes collègues qui sont comme moi, malheureusement. Franchement, je ne tiens pas compte de ça, Rémi. Ouais. Honnêtement, pour moi, comme je t'ai dit, ça me fait plutôt de la peine pour la personne en face. Vraiment. Mais à l'opposé, enfin, ça reste dans la même veine, mais est-ce que tu as eu l'impression, ou tu as l'impression des fois que tu dois faire 2 fois plus que les autres parce que tu es une femme déjà? Oui. Et Oui, je ça, dois faire, je te le confirme, c'est même pas une impression. Je dois faire 2 fois plus que les autres. Je suis sûre. Je suis certaine de ça. Parce que, alors, c'est pas chez tout le monde, mais malheureusement, chez ces personnes-là, elles vont commencer à t'apprécier lorsqu'elles auront vu exactement. tes capacités et ce que tu es capable de faire. Mm. Là, elles vont dire oui, mais elle n'est pas comme les autres, ou oui, mais elle, c'est pas pareil. Seulement lorsqu'elles ont vu ce que tu es capable de faire. Et donc, j'ai d'abord dû faire mes preuves chez certaines personnes, c'est pas la généralité, avant d'avoir droit en fait à être traitée comme toute autre directrice de club sportif. Et il y en a des tas. Mais moi, je suis l'une des seules, d'ailleurs, en France, voire la seule en France, directrice issue de la diaspora. Oui. Donc oui, j'ai dû faire mes preuves. Tu Ouais, dois faire tes preuves déjà parce que le regard de l'autre te l'exige plus ou moins. Mais aussi, est-ce que tu as ce sentiment-là que tu dois encore plus le faire parce que tu es précurseur justement dans cette position-là? Oui. Oui, oui, je dois encore plus le faire parce que tu sais, quand par exemple, lors d'une compétition, on va pas appeler une directrice pour dire mais si, tu vois de qui je parle, la blonde. Non, on va dire son prénom autre. Oui. Mais là, moi, je sais que on dit la black. Alors, je le prends pas mal, encore une fois. Hein, mais tu vois, d'être appelée par ma couleur de peau, à ce moment-là, je me dis, donc malheureusement, on voit encore ma couleur. Ouais. On voit encore ma Exactement. couleur. Donc oui. Juste pour boucler sur cette partie-là, la semaine dernière, j'ai reçu une avocate chez Deloitte. Elle D'accord. travaille chez Deloitte. Deloitte, c'est un grand cabinet Big Four. D'accord. Et elle me disait que dans ce cas-là, son créneau, c'est l'excellence. Il faut rassurer l'autre par l'excellence. Et en fait, plus tu prouves ta capacité, plus tu prouves que tu mérites ta place, plus tu es accepté. Ouais. Et donc, ça rejoint ce que tu dis. Exactement. Le langage commun, c'est il faut bien faire ce que tu as à faire, il faut faire tes preuves et derrière, ça se passe mieux en fait. Exactement. Ça n'efface pas forcément tout ce que les gens peuvent penser Bien de sûr. toi, mais ça impose un respect parce qu'on voit que la personne, elle Bien est... sûr. Mais ça, très vite, nos parents, Rémi, je pense, en tout cas pour la plupart des cas, nous l'ont inculqué. Exactement, oui. Ici, vous savez, il va falloir que vous fassiez 2 fois plus d'efforts que les autres. Parce que vous êtes issus de l'immigration. Et à l'époque où l'immigration était encore positive, ça allait. Mais lorsque les choses ont commencé à tourner, tu as senti qu'il fallait qu'on fasse 2 fois plus. Ouais. 2 fois plus que les autres. Donc je rejoins tout à fait... En tout cas, j'ai fait le lien parce que c'est encore frais dans ma tête et Ouais. je donne encore plus raison à ce qu'elle disait. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu t'engages de plus en plus en Afrique. D'ailleurs, tu as reçu le prix de... L'espoir. L'espoir, le prix de l'espoir du Mali. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà nous en parler brièvement? Ce que ça t'a fait déjà. Alors déjà, je vais encore remercier mon pays d'origine, le Mali, pour ce trophée. Hein. J'ai reçu le trophée de l'excellence 2025 de la meilleure femme leader. Encore, hein. Merci. Voilà, de la meilleure femme leader. J'ai été très émue. Très émue parce que je me suis dit, mon travail est reconnu. Mon travail est reconnu. Et encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas de rupture en fait, entre mes deux pays d'origine, mes 3 pays d'origine, puisque le travail, je ne l'ai pas fait au Mali. Tu vois, c'est ici que je l'ai fait. Exactement. Et pourtant, ils le reconnaissent. Et pour eux, c'est une fierté d'avoir une enfant issue de la diaspora et qui est d'origine malienne, qui excelle en fait en France. Donc, tu vois, ça a rejoint, ça va dans ma vision. Et j'ai vraiment été émue, ça m'a encouragée parce que vraiment, comme je dis, pour moi, j'ai rien fait encore. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment rien fait. Donc, en fait, ça m'a vraiment encouragée dans ma dynamique. Et je me suis dit, si ça commence à être reconnu, si ça au-delà des frontières, en fait, voilà, c'est que c'est bon, c'est que le message est en train de passer. Alors déjà la place de femme,
parce qu'on va quand même dire les choses telles qu'elles sont. Quand même, dans nos pays d'origine, en Afrique, femme leader aussi, c'est pas commun. C'est pas commun, on est Ça d'accord. commence à le devenir, Oui. mais à la base, c'est pas commun. Voilà, à la base, la place d'une femme, tu peux être leader, mais voilà, derrière. Tu vois. Donc, le fait de pouvoir être reconnu comme ça par un État, c'est énorme. On parle quand même d'un État, c'est le Premier ministre, non? C'est ça. Voilà, exactement. Donc, C'est par ça. un Premier ministre, Ouais. c'est une grande fierté. Ouais, hein, vraiment, j'étais vraiment très, très contente. Ouais. Très, très contente. Et je me suis dit, ça me motive. Et parce que tu sais, tu as des moments de doute Exactement. dans une vie de leader, il faut le savoir, d'entrepreneur, de leader. Tu as des moments de doute. Tu as des moments, c'est pas parce que c'est ta passion qu'il n'y a pas de moments difficiles. Parce que les gens pensent, on me dit souvent, mais tu fais ce que tu aimes. Oui, mais j'ai quand même. C'est pas pour autant que c'est pas difficile. Exactement. C'est pas pour autant que c'est pas difficile. C'est pas pour autant que j'enchaîne pas les heures de travail. On doit travailler 2 fois plus que quelqu'un qui va juste au bureau et qui fait 9h 17h et qui doit rentrer. Ça, les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça. C'est vraiment du boulot. Et du coup, je me suis dit, c'est reconnu. Vraiment avoir la reconnaissance, c'est énorme. C'est vraiment énorme d'avoir une reconnaissance. Ça motive. Et du coup, tu dis ça motive, et c'était ma question. J'allais te poser. Est-ce que pour toi, c'est le couronnement ou on a rajouté de la motivation en toi pour que tu ailles chercher C'est pas du tout le couronnement, Rémi. Il y a tellement de choses à faire. Non, on a juste rajouté quelque chose pour me propulser. Voilà, c'est comme si je passais des niveaux pour moi. Et là, en fait, j'ai passé un niveau. Je me suis dit, waouh, là, on reconnaît ce que je fais. Alors, en tout cas, nous aussi, on reconnaît. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment sollicité et que tu interviennes dans le podcast. Gentil, parce que on parle de leadership et d'excellence, tu incarnes les deux. Donc, c'est Merci. encore mieux quand c'est une femme qui le fait. Justement, que ce soit ici ou en Afrique, c'est plus les hommes. Et voilà, il faut vraiment montrer que la femme est capable de faire ces choses-là aussi.